Bienvenue dans ce nouveau numéro de Wikipodcast. Aujourd'hui, on plonge dans la vie d'une figure incontournable du XXe siècle. Henry Ford. Absolument. Né en 1863, fondateur de Ford Motor Company, un nom qui résonne, qui évoque la production de masse, l'automobile pour tous. Mais pas que. C'est aussi un personnage, disons, complexe, avec des zones d'ombre assez importantes. C'est ça. On va essayer de démêler un peu tout ça, ses innovations, mais aussi ses controverses. Alors commençons par le début. Dearborn, Michigan. C'est là qu'il naît, des origines irlandaises. Oui, et très jeune, il montre pas vraiment d'intérêt pour la ferme familiale ou même pour l'école en fait. Non, sa passion, c'est clair, c'est la mécanique. On raconte qu'à 12 ans, il démonte sa montre. Juste pour voir comment ça fonctionne. Voilà. Et à 15 ans, il construit une machine à vapeur. Donc, assez logiquement, à 16 ans, il part pour Détroit. Apprenti mécanicien. Puis il travaille chez Edison Illuminating Company. C'est une période importante, non? Très importante. Il rencontre sa femme, Clara Bryant, ils auront un fils, Edsel, et professionnellement, il progresse. Il devient ingénieur en chef. Et c'est là qu'il a les moyens de ses ambitions, de ses expérimentations personnelles. Exactement. Et en 1896, il crée son tout premier véhicule, le Ford Quadricycle. Il rencontre même Thomas Edison, qui l'encourage, paraît-il. Oui, mais les débuts comme entrepreneur sont difficiles. La Detroit Automobile Company, c'est un échec en 99. Puis là, Henry Ford Company en 1901. Encore un échec, ou du moins, ça ne dure pas. Il se fait connaître un peu grâce à la course automobile, une victoire en 1901. Ah oui, ça lui donne une certaine visibilité. Mais il y a des désaccords. Oui, des désaccords avec les investisseurs, et il part. Et c'est là, en 1903, qu'il fonde la Ford Motor Company. Avec d'autres partenaires, cette fois. Malcolmson, les frères Dodge, C'est ça. Et là, on arrive au tournant décisif. 1908. la Ford T, l'idée de génie. Une voiture simple, fiable et surtout... Abordable. Une voiture pour le plus grand nombre. C'était son slogan en quelque sorte. Et pour y arriver, il met au point une méthode de production révolutionnaire, le Fordisme. Tout à fait. Ça repose sur plusieurs choses. D'abord, la rationalisation des tâches. Chaque ouvrier fait un geste simple, répétitif. La standardisation aussi. Pièces interchangeables. Et ce fameux modèle T, longtemps uniquement en noir. Exactement, pour aller plus vite et réduire les coûts. Et puis, l'innovation majeure de 1913, la chaîne d'assemblage mobile. Inspiré, dit-on, des abattoirs de Chicago. Oui, c'est assez particulier comme inspiration, mais terriblement efficace. Le temps de montage d'un châssis, il s'effondre. De plus de 12 heures à... 933 minutes. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça. Et les conséquences sont énormes. Le prix de la T baisse continuellement. De 825 $ au début jusqu'à 290 $. Du coup, la production explose. Plus de 15 millions d'unités vendues jusqu'en 1927. C'est un succès mondial. Mais Ford ne s'intéresse pas qu'à la technique. En 1914, il y a cette annonce choc, le $5 Day. Ah ouais, le fameux salaire à 5 $ par jour et la journée de 8 heures. Le double du salaire moyen de l'époque. Ça a été présenté comme un geste philanthropique incroyable. Oui, mais la réalité est plus complexe. Le travail à la chaîne était terriblement usant, répétitif. Le turnover, donc la rotation du personnel, était gigantesque. Les gens ne restaient pas. Exactement. Et les absentéismes aussi étaient très élevés. Donc ce $5 Day, c'était surtout un moyen de fidéliser les ouvriers, de réduire ce turnover et d'augmenter la productivité. C'était donc un calcul économique, hein? En grande partie, oui. Moins de philanthropie que de pragmatisme économique. Pour que les ouvriers acceptent ces conditions de travail très dures. Et ce capitalisme paternaliste, il s'accompagnait aussi d'un contrôle social assez fort, non? Tout à fait. Il y avait le département social de Ford qui menait des enquêtes sur la vie privée des ouvriers. Pour vérifier s'ils méritaient ce bon salaire. Pas d'alcool, pas de jeu. C'est ça, un contrôle assez intrusif. Et puis il y a l'autre face, beaucoup plus sombre, l'antisyndicalisme farouche de Ford. Ah oui, il était connu pour ça. Il a créé sa propre milice privée. Le New York Times parlait de la plus importante troupe militaire privée du monde. Pour intimider, pour briser les grèves. Avec de la violence parfois. Oui, clairement. La bataille de l'Overpass, en 1937, c'est un épisode tristement célèbre de violence contre les syndicalistes. Il aurait même utilisé les services de la pègre de Détroit. C'est saisissant. Il a fallu attendre quand pour qu'il accepte un syndicat? 1941. Et encore, sous la contrainte, il a fini par signer avec l'UAW, le syndicat de l'automobile. Ce contraste est fou entre l'innovateur et... C'est pratique. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi son expansion mondiale. Oui, il ouvre des usines partout, Canada, Europe, Australie. Il avait cette vision un peu utopique
d'une paix par le commerce international. Même si son projet Fordlandia en Amazonie a été un fiasco total. Un échec cuisant, oui, mais l'ombre la plus tenace, c'est sans doute son antisémitisme. Là, on touche à un point très grave. Absolument. Il a utilisé son journal, le Dearborn Independent, pour publier The International Jew. Basé sur les protocoles des sages de Sion, ce faux document antisémite. Exactement. Ford a largement contribué à diffuser ses idées conspirationnistes sur un prétendu contrôle juif mondial, liant les juifs au capitalisme et au bolchevisme. Et ça a eu une influence à elle. Une influence certaine et documentée sur Hitler et l'idéologie nazie. Hitler le citait même dans Mein Kampf. Ford a reçu une décoration du régime nazi en 1938. La grande croix de l'aigle allemand, c'est terrible. Pourtant, il avait présenté des excuses publiques, non? Oui, en 1927, après un procès qu'il a mis sous pression, il a fermé son journal. Mais apparemment, il a continué à soutenir financièrement, plus discrètement, des publications antisémites. Et pendant la guerre, c'est ambigu aussi. Très ambigu. Ses usines américaines tournaient à plein régime pour les Alliés, mais sa filiale allemande, elle, produisait pour la Wehrmacht, l'armée allemande. La fin de sa vie est marquée par des drames plus personnels aussi. Oui, la mort de son fils unique, Hetzel, en 1943. Ça l'a beaucoup affecté. Il reprend la présidence de l'entreprise, mais il est déjà âgé, malade. Problème cardiovasculaire. C'est ça. Finalement, en 1945, sa famille, notamment la femme d'Hetzel et son petit-fils Henry Ford II, le poussent à se retirer. C'est Henry Ford II qui prend la relève. Oui. Et Henry Ford Ier meurt 2 ans plus tard, en 1947. Il laisse derrière lui un empire industriel colossal, une fortune immense, gérée en partie par la Fondation Ford. Et un nom qui a marqué la culture. On pense au meilleur des mondes, d'Huxley, où Ford est une sorte de dieu. C'est dire l'impact. Alors, en conclusion, Henry Ford, c'est un peu le Dr Jekyll et Mr Hyde de l'industrie. Ouais. L'innovateur génial d'un côté, Et l'homme aux convictions idéologiques et aux pratiques sociales très problématiques, voire condamnables, de l'autre. difficile de séparer les deux. Complètement. Et ça nous ramène à cette question fondamentale. Comment on évalue aujourd'hui l'héritage d'une figure comme celle-là? Comment on fait la part des choses entre l'impact technique immense et les aspects humains et idéologiques beaucoup plus sombres? Une question qui reste ouverte et qui nous pousse à réfléchir sur notre rapport aux grandes figures de l'histoire.